Bonjour, bonsoir et bienvenue. Cette vidéo vous est proposée par les cours privés Sciences Po. Je suis Monsieur Bertrand et nous allons voir ensemble la correction de l'épreuve de mathématiques qui a eu lieu le 16 juin 2017 aux Antilles et en Guyane. Cette vidéo vient à la place du direct que nous avions effectué il y a quelques jours, mais il y avait eu des problèmes à cause d'une mauvaise prise de son. Nous nous sommes équipés d'un nouveau micro, espérons que cette fois-ci, ça vous conviendra. Nous commençons tout de suite avec l'exercice 1 sur 3 points qui était commun à tous les candidats. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct. On considère l'équation E, z4 plus 2z³ moins z moins 2 égale 0, ayant pour inconnu le nombre complexe z. Donner une solution entière de E, démontrer que, pour tout nombre complexe z, z4 plus 2z³ moins z moins 2 égale z carré plus z moins 2, le tout facteur 2, z carré plus z plus 1. Troisièmement, résoudre l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes. Quatrièmement, les solutions de l'équation E sont les affixes de 4 points A, B, C et D du plan complexe, tels que ABCD est un quadrilatère non croisé. Le quadrilatère ABCD est-il un losange? Justifié. Nous commençons tout de suite avec la première question. Donner une solution entière de E. Nous avons l'équation E qui est z4 plus 2z³ moins z moins 2 égale 0. Alors pour trouver une solution entière, il y a la vieille méthode et la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est d'utiliser votre calculatrice et le solveur d'équations. Mais l'ancienne méthode, qui est toujours valide, c'est de chercher ce qu'on appelle des racines évidentes. Ça veut dire prendre des valeurs entières, en général comprises entre moins 2 et 2, et les tester jusqu'à trouver celle qui va vérifier l'équation. Alors, en général, moi, je commence toujours par 0 et 1. J'aurais pu commencer par moins 2, mais je préfère commencer par 0 et 1. Alors ici, 0, ça ne fonctionne pas. Par contre, pour z égale 1, z4 plus 2z³ moins z moins 2 est égal à 1 puissance 4 plus 2 fois 1 au cube moins 1 moins 2 qui est égal à 1 plus 2 moins 1 moins 2 qui est égal à 0. Donc ici, 1 est bien une solution entière de l'équation E. Question 2. Démontrer que pour tout nombre complexe z, z4 plus 2z³ moins z moins 2 est égal à z carré plus z moins 2 le tout facteur 2, z carré plus z plus 1. Alors plusieurs méthodes ici aussi pour y arriver, mais la plus rapide c'est le développement. Nous allons développer l'expression z carré plus z moins 2, facteur 2, le tout facteur 2, z carré plus z plus 1. Ce qui donne, donc ici par distributivité, z carré fois z carré plus z carré fois z plus z carré fois 1 plus z fois z carré plus z fois z plus z fois 1 moins 2 fois z carré, moins 2 fois z, moins 2 fois 1. Z carré fois z carré, ça va faire z4. Z carré fois z, ça fait z³. Z carré fois 1, ça fait z carré. Z fois z carré va faire z³. Z fois z, ça fait z carré. Z fois 1, ça fait z. Moins 2z carré, moins 2z, et moins 2 fois 1 qui fait moins 2. On obtient z4. Alors ensuite, z³ plus z³, ça fait 2z³. Z carré plus z carré, ça fait 2z carré, mais moins 2z carré, ça fait 0. Et ensuite, z moins 2z, ça fait moins z. Et enfin, il reste moins 2. Ce qui confirme l'égalité qu'on devait démontrer. Question 3. Résoudre l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes. On va utiliser le résultat de la question précédente. L'équation E devient z carré plus z moins 2, le tout facteur 2, z carré plus z plus 1, qui est égal à 0. Nous savons que si un produit de facteurs est nul, alors c'est qu'au moins l'un des deux facteurs est nul. Ainsi, on obtient z carré plus z moins 2 égale 0 ou z carré plus z plus 1 égale 0. On va commencer par résoudre l'équation z carré plus z moins 2 égale 0. Nous allons évidemment chercher la valeur du discriminant delta puisque nous avons une expression du second degré. Je rappelle, le discriminant delta c'est b carré moins 4ac. Ce qui donne ici delta égale 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2.
qui donne delta égale 1 plus 8, qui fait 9. Ici, le discriminant est positif, c'est qu'il existe deux racines réelles. Alors, je rappelle les formules. Pour les deux racines réelles, c'est moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ce qui donne ici la première racine z1 qui est égale à moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 1. Racine de 9, ça fait 3, donc on obtient moins 1 plus 3 divisé par 2. Ce qui est égal à 2 divisé par 2 qui fait 1. La deuxième racine, z2, qui est égale à moins 1 moins racine de 9 sur 2 fois 1, qui va donner moins 1 moins 3 sur 2, qui va faire moins 4 demi, qui fait moins 2. Vous remarquez que si tout à l'heure j'avais testé moins 2, ça aurait fonctionné également. Maintenant, cherchons la solution de la deuxième équation, z carré plus z plus 1 égale 0. C'est encore du second degré, donc on va chercher la valeur du discriminant delta, qui donne donc ici 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à 1 moins 4, qui fait moins 3. Donc le discriminant est négatif, il existe deux racines complexes conjuguées. Il n'y a pas de racine réelle quand le discriminant est négatif, mais deux racines complexes conjuguées. Les formules donc, moins b plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a, et moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Ce qui donne ici z3 égale moins 1 plus i racine de 3 sur 2 fois 1, qui va donner sous forme algébrique moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et z4 est égal à moins 1 moins i racine de 3 sur 2 fois 1, qui donne sous forme algébrique moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. D'où l'ensemble des solutions S égale 1, moins 2, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Question 4. Le quadrilatère ABCD est-il un losange? Justifié. Alors on veut surtout que le quadrilatère ABCD soit non croisé. Alors on va associer à chaque point des affixes de manière à ce que ça donne un quadrilatère non croisé. Donc moi j'ai choisi pour le point A d'affixe moins 2, le point B d'affixe moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, le point C d'affixe 1 et le point D d'affixe moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, on va juste démontrer pour le correcteur qu'on obtient bien un losange. Donc, je rappelle qu'un losange est un parallélogramme qui a ses quatre côtés égaux. Pour la démonstration, il suffit qu'il n'y ait que deux côtés consécutifs qui soient égaux, hein, si c'est un parallélogramme. On va d'abord donc montrer que c'est un parallélogramme. Donc, on va déterminer les affixes des vecteurs AB, BC, DC et AD. Alors, je rappelle que l'affixe du vecteur AB, c'est affixe de B moins affixe de A, qui donne moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, moins 2. Ce qui donne moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, alors moins par moins ça fait plus, et on met au même dénominateur, donc ça donne plus 4 demi. Et moins 1 demi plus 4 demi, ça va faire 3 demi. Donc on obtient vecteur AB d'affixe 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Maintenant, le vecteur BC, son affixe, c'est affixe de C moins affixe de B, ce qui donne 1 moins, entre parenthèses, moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Quand on retire les parenthèses, ça change les signes. On met ici au même dénominateur et on obtient 2 demi plus 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ce qui donne BC d'affixe 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Le vecteur DC est d'affixe, donc affixe de C moins affixe de D, qui est égal à 1 moins, entre parenthèses, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ce qui donne vecteur DC d'affixe 3 demi moins i racine de 3 sur 2. Alors, pour la forme, j'ai calculé l'affixe du vecteur AD. C'était pas indispensable, hein. J'expliquerai après pourquoi je l'ai fait. Donc, l'affixe du vecteur AD, c'est affixe de D moins affixe de A, qui donne moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, moins 2. Ce qui donne 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Nous constatons donc que l'affixe du vecteur AB est la même que celle du vecteur DC, d'où on a la conclusion logique qui est que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et donc, cela est suffisant pour dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, c'était pas obligatoire, mais on peut relever que le vecteur AD est égal au vecteur BC. C'est une conséquence, hein.
Maintenant, déterminons les distances AB et BC. La distance AB est égale à la norme du vecteur AB, qui est égale au module de l'affixe du vecteur AB, ce qui donne module de 3/2 moins I racine de 3 sur 2. Je rappelle la formule du module. Si vous avez un nombre complexe Z de la forme A plus IB, avec A et B de nombres réels, le module de Z, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ce qui donne ici la racine carrée de 3/2 le tout au carré plus moins racine de 3 sur 2 le tout au carré. Ce qui est égal à la racine carrée de 9 quarts plus 3 quarts qui donne la racine carrée de 12 quarts. 12 divisé par 4 ça fait 3, donc ici ça fait racine de 3. De même, la distance BC, c'est la norme du vecteur BC qui est égale au module de l'affixe du vecteur BC qui donne module donc de 3/2 plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à la racine carrée de 3/2 le tout au carré plus racine de 3 le tout au carré qui est égal à racine carrée de 9 quarts plus 3 quarts et comme tout à l'heure ça fait racine de 12 quarts qui fait racine de 3. Donc on a noté tout à l'heure que le vecteur AB était égal au vecteur DC. Ainsi la distance DC est égale à la norme du vecteur DC qui est égale à la norme du vecteur AB qui sera aussi égale à racine de 3. C'était pas obligé de calculer aussi cette distance puisqu'on a déjà deux côtés consécutifs avec AB et BC qui sont égaux. Mais ici c'est pour que vous puissiez voir ce que je disais, donc l'égalité des vecteurs va impliquer l'égalité des normes. La réciproque est fausse. Donc on aura ici pareil pour AD, c'est la norme du vecteur AD qui est égale à la norme du vecteur BC qui est égale à la racine de 3. Alors, deux côtés consécutifs du parallélogramme ABCD ont la même mesure, ce que je disais tout à l'heure, donc ABCD est un losange. Alors, un intérêt de prouver que c'est un parallélogramme, ça permet de confirmer que ce quadrilatère est non croisé. Pour le correcteur, ça peut être pas mal aussi. Nous passons maintenant à l'exercice 2 sur 4 points qui était aussi commun à tous les candidats. Dans une usine automobile, certaines pièces métalliques sont recouvertes d'une fine couche de nickel qui les protège contre la corrosion et l'usure. Le procédé utilisé est le nickelage par électrolyse. On admet que la variable aléatoire x qui, à chaque pièce traitée, associe l'épaisseur de nickel déposée suit la loi normale d'espérance mu1 égale 25 micromètres et d'écart type sigma 1. Une pièce est conforme si l'épaisseur de nickel déposée est comprise entre 22,8 micromètres et 27,2 micromètres. La fonction de densité de probabilité de x est représentée ci-dessous. On a pu déterminer que la probabilité de x strictement supérieure à 27,2 est égale à 0,023. Ici, nous avons le graphique. On voit clairement que la zone hachurée représente donc l'aire que nous voulons, c'est-à-dire la probabilité qui a été déterminée. Donc la probabilité de x strictement supérieure à 27,2 est bien égale à 0,023. Passons aux questions. Premièrement, petit a, déterminer la probabilité qu'une pièce soit conforme. Petit b, justifier que 1,1 est une valeur approchée de sigma 1 à 10 puissance moins 1 près. Petit c, sachant qu'une pièce est conforme, calculer la probabilité que l'épaisseur de nickel déposée sur celle-ci soit inférieure à 24 micromètres. Arrondir à 10 puissance moins 3. Deuxièmement, une équipe d'ingénieurs propose un autre procédé de nickelage obtenu par réaction chimique sans aucune source de courant. L'équipe affirme que ce nouveau procédé permet théoriquement d'obtenir 98% de pièces conformes. La variable aléatoire y qui, à chaque pièce traitée avec ce nouveau procédé, associe l'épaisseur de nickel déposée, suit la loi normale d'espérance mu2 égale 25 micromètres et d'écart type sigma 2. Petit a, en admettant l'affirmation ci-dessus, comparer sigma 1 et sigma 2. Petit b, un contrôle qualité évalue le nouveau procédé. Il révèle que sur 500 pièces testées, 15 ne sont pas conformes. Au seuil de 95%, peut-on rejeter l'affirmation de l'équipe d'ingénieurs?
C'est parti. Premièrement, petit a. Déterminer la probabilité qu'une pièce soit conforme. Nous allons d'abord rappeler un peu l'énoncé. Donc l'énoncé nous apprend tout d'abord que la variable aléatoire x qui, à chaque pièce traitée, associe l'épaisseur de nickel déposée, suit la loi normale d'espérance mu égale 25 micromètres et d'écart type sigma 1. Il nous indique aussi qu'une pièce est conforme si et seulement si la variable aléatoire x est comprise entre 22,8 et 27,2 micromètres. Et enfin, il nous indique que la probabilité de x strictement supérieure à 27,2 est égale à 0,023. Maintenant, nous savons que la droite d'équation x égale mu est un axe de symétrie puisque nous sommes dans le cas de la loi normale. Et la fonction de densité a donc un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale mu. Et nécessairement, dès qu'on va calculer l'aire d'un côté, ce sera la même de l'autre, hein, sur un intervalle évidemment de même amplitude. D'où, pour tout réel positif x, la probabilité de x strictement supérieure à mu plus x serait égale à la probabilité de x qui est inférieure ou égale à mu moins x. Ce qui entraîne que, quand on applique cette formule, vu que mu c'est 25, la probabilité de x strictement supérieure à 25 plus 2,2 est donc égale à la probabilité de x inférieure ou égale à 25 moins 2,2. C'est-à-dire que 25 plus 2,2 ça fait 27,2. Donc la probabilité de x strictement supérieure à 27,2 est égale à la probabilité de x inférieure ou égale à 22,8, ce qui est égal à 0,023. On en déduit que la probabilité de x compris entre 22,8 et 27,2, alors déjà le rappel du cours, hein, je sais que la probabilité de x compris entre a et b, c'est probabilité de x inférieure à b moins la probabilité de x inférieure à a. On applique d'abord le cours, donc ça fait probabilité de x inférieure ou égale à 27,2 moins la probabilité de x inférieure ou égale à 22,8. On sait également que la probabilité de x inférieure ou égale à une valeur petit a est égale à 1 moins la probabilité de x supérieure à la valeur petit a. Donc on applique ici la probabilité de x inférieure ou égale à 27,2 est égale à 1 moins la probabilité de x strictement supérieure à 27,2. Donc moins la probabilité de x inférieure à 22,8, ça va donner 1 moins 2 fois la probabilité de x strictement supérieure à 27,2, parce que nous avons dit tout à l'heure, ça va donner la même probabilité. Probabilité de x inférieure à 22,8 est la même chose que probabilité de x strictement supérieure à 27,2. On a donc 1 moins 2 fois 0,023 qui donne 1 moins 0,046 qui fait 0,954. Petit b. Justifier que 1,1 est une valeur approchée de sigma 1 à 10 puissance moins 1 près. Alors ici, je vais présenter deux méthodes pour le faire. Tout d'abord, nous savons que si la variable aléatoire x suit la loi normale de paramètres, donc mu égale 25 et d'écart type sigma 1, mu c'est l'espérance évidemment, alors la variable aléatoire z qui est égale à x moins mu sur sigma, donc ici x moins 25 sur sigma 1, suit la loi normale centrée réduite. Dans ce cas, nous savons que pour tout nombre réel alpha, donc c'est le cours encore, donc de l'intervalle 0,1 ouvert, il existe un unique réel positif noté u alpha tel que la probabilité de z compris entre moins u alpha et u alpha est égale à 1 moins alpha. Or, justement, quand on applique le changement de variable à la variable z, donc ici on obtient la probabilité de z compris entre 22,8 moins 25 sur sigma 1 et 27,2 moins 25 sur sigma 1, qui est égale à la probabilité de z compris entre moins 2,2 sur sigma 1 et 2,2 sur sigma 1, et qui donne environ 0,95. Et comme 0,95 c'est 1 moins 0,05, et que nous savons toujours d'après le cours que pour alpha égale 0,05, on a u de alpha qui est environ égal à 96, qui est lui-même très proche de 2, d'où la probabilité de z compris entre moins 2 et 2, et, donc ça c'est le cours, est environ égal à 0,95. Ce qui entraîne que 2,2 sur sigma 1 est très proche de l'unique u alpha, qui est lui-même très proche de 2. D'accord? Mais c'est pas égal à 2, c'est très proche. Par conséquent, 2,2 sur sigma 1 est environ égal à 2.
Et donc, sigma 1 est environ égal à 2,2 sur 2, qui est égal à 1,1. Il y a une deuxième méthode. Je ne l'avais pas présentée lors du live, donc j'en profite pour la rajouter. Hein. Il y a des choses qui nous viennent comme ça lorsque on relit un sujet. Donc ici, nous savons que si la variable aléatoire x suit la loi normale, donc toujours de paramètres l'espérance égale 25 micromètres et l'écart type sigma 1, alors je reprends donc ma variable aléatoire z qui est toujours égale à x-25 sur sigma 1, elle suit toujours la loi normale centrée réduite. Nous avons donc la probabilité de z qui est compris entre moins 2,2 sur sigma 1 et 2,2 sur sigma 1, qui est environ égale à 954. Cette fois-ci, je mets plus de précision. D'où la probabilité de z inférieure ou égale à 2,2 sur sigma 1 est égale à la probabilité de z inférieure ou égale à 0, plus la probabilité de z compris entre 0 et 2,2 sur sigma 1. Alors ceci est la conséquence de la formule que j'ai rappelée tout à l'heure. Je sais que la probabilité de z compris entre a et b, c'est la probabilité de z inférieure ou égale à b moins la probabilité de z inférieure ou égale à a. Quand je fais passer justement ce dernier terme de l'autre côté, je peux en déduire la probabilité de z inférieure à b. Ce qui donne probabilité de z inférieure à b qui est égale à probabilité de z inférieure à a plus, c'est passé de l'autre côté, plus la probabilité de z compris entre a et b. J'applique ici. Et donc, je sais que la probabilité de z inférieure ou égale à 0, par définition de la normale centrée réduite, ça fait 1,5, puisqu'on a dit x égale mu, c'est un axe de symétrie. Et comme c'est une loi à densité, l'air sur toute la courbe fait 1, et donc la moitié, ce sera 1,5. Et par contre, la probabilité de z compris entre 0 et 2,2 sur sigma 1 sera la moitié forcément de la probabilité de z compris entre moins 2,2 sur sigma 1 et 2,2 sur sigma 1, ce qui donne 0,954 divisé par 2. Ainsi, on obtient 1,954 divisé par 2 qui fait 0,977. Et c'est là qu'on va utiliser la machine, la calculatrice. Avec cette méthode, on a une inconnue t, et on va chercher la valeur de t telle que la probabilité de z inférieure à t est égale à 0,977. Sur Casio, on utilise la fonction invnorm, et sur TI, c'est la fonction fracnorm. Et justement, la calculatrice nous indique que 2,2 sur sigma 1 sera à ce moment-là environ égal à 1,99, enfin bon, il y a plein de choses, qui est très très proche de 2, comme vous le voyez. Et donc, si je fais passer de l'autre côté, je retrouve sigma 1 est environ égal à 2,2 sur 2 qui fait 1,1. Donc quelle que soit la méthode, on trouve bien sigma 1 égale 1,1. Question C. Sachant qu'une pièce est conforme, quelle est la probabilité que l'épaisseur de nickel déposée soit inférieure à 24 micromètres? On va utiliser le résultat de la question précédente, on va utiliser sigma 1 égale 1,1. Et ici, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Je sais que la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Ce qui donne ici probabilité de X inférieure ou égale à 24, sachant que X est compris entre 22,8 et 27,2. Ce qui donne donc l'intersection des deux, probabilité de X compris entre 22,8 et 27,2, inter, X inférieur à 24, sur, évidemment, divisé par probabilité de X compris entre 22,8 et 27,2. Évidemment, si X est compris entre 22,8 et 27,2 et qu'en même temps X est inférieur à 24, c'est que X est compris entre 22,8 et 24. Donc ici, on obtient la probabilité de X compris entre 22,8 et 24 divisé par la probabilité de X compris entre 22,8 et 27,2. Ce qui est environ égal à 0,167. Alors, question 2, deuxièmement, petit a, en admettant l'affirmation ci-dessus, comparer sigma 1 et sigma 2. Alors, dans le cours, on vous expliquait que plus l'écart type est important et plus la courbe de densité est évasée et que moins le maximum est grand. Ça va avoir un impact sur les intervalles de la forme mu moins x, mu plus x. Je rappelle, mu, l'axe de symétrie, c'est égal mu, axe de symétrie. Et plus l'écart type est important, et donc moins l'air sous cette courbe sera importante, dans l'intervalle évidemment mu moins x, mu plus x. De plus, nous savons que la probabilité de x compris entre 22,8 et 27,2 est égale à 0,954, et que la probabilité de y compris entre 22,8 et 27,2 est égale à 0,98. Là, clairement,
on voit que la probabilité de x compris entre 22,8 et 27,2 est inférieure à la probabilité de y compris entre 22,8 et 27,2. On en déduit très clairement que sigma 2 est inférieur à sigma 1. Question 2 petit b. Au seuil de 95%, peut-on rejeter l'affirmation de l'équipe d'ingénieurs? Alors, on va utiliser un intervalle de fluctuation, c'est pour une prise de décision. On va vérifier les conditions d'abord. La taille de l'échantillon qui est n, qui est égale à 500, donc qui est supérieure à 30. La probabilité testée est p égale 0,98. D'où n fois p, c'est 500 fois 0,98 qui est égal à 490, qui est supérieur à 5. Et n facteur de 1 moins p qui est égal à 500 fois 0,02 qui est égal à 10, qui est plus grand que 5. Les conditions sont réunies. Nous allons donc pouvoir établir un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, dont on rappelle la formule, qui est p moins 1,96 fois racine carrée de p facteur de 1 moins p sur n, et jusqu'à p plus 1,96 fois racine carrée de p facteur de 1 moins p, le tout sur n. On remplace par les valeurs de l'énoncé, on obtient donc 0,98 moins 1,96 fois racine carrée de 0,98 fois 0,02, le tout sur 500, jusqu'à 0,98 plus 1,96 fois racine carrée de 0,98 fois 0,02, le tout sur 500. Ce qui donne un intervalle, j'ai mis 4 chiffres après la virgule, j'étais pas obligé, donc 0,9677 jusqu'à 0,9923. Enfin, le plus important, la fréquence de pièces conforme, c'est f égale 500 moins 15 sur 500, puisqu'on nous a dit qu'il y avait 15 pièces seulement qui n'étaient pas conformes. 500 moins 15, ça fait 485. 485 sur 500, ça fait 0,97. 0,97 appartient à l'intervalle de fluctuation. Et donc, on ne peut pas rejeter l'affirmation de l'équipe d'ingénieurs. Voilà. Dernier exercice de cette partie, l'exercice 3, commun à tous les candidats. Soit f et g, les fonctions définies sur l'ensemble R des nombres réels par f de x égale e exposant x et g de x égale e exposant moins x. On note C de f, la courbe représentative de la fonction f, et C de g, celle de la fonction g dans un repère orthonormé du plan. Pour tout réel A, on note M, le point de C de f d'abscisse petit a, et grand N, le point de C de G d'abscisse petit a. La tangente en M à C de f coupe l'axe des abscisses en P. La tangente en N à C de G coupe l'axe des abscisses en Q. À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, on a représenté la situation pour différentes valeurs de petit a, et on a relevé dans un tableur la longueur du segment PQ pour chacune de ces valeurs de A. Nous voyons ici donc le graphique obtenu par le logiciel de géométrie, ainsi que le tableur. On vous indique que les questions 1 et 2 peuvent être traitées de manière indépendante. Premièrement, démontrer que la tangente en M à C de F est perpendiculaire à la tangente en N à C de G. Deuxièmement, que peut-on conjecturer pour la longueur PQ? Petit b, démontrer cette conjecture. Premièrement, démontrer que la tangente en M à C de F est perpendiculaire à la tangente en N à C de G. Alors, j'ai fait le choix de faire une démonstration longue pour cette question. Vous verrez pourquoi plus tard. On démarre. L'énoncé nous apprend que, pour tout réel x, f de x égale e de x et g de x égale e de moins x. Il nous apprend également que le point M a pour coordonnées A, f de A et que le point N a pour coordonnées A, g de A. Toujours d'après l'énoncé, la tangente en M à la courbe C de f, de la fonction f, coupe l'axe des abscisses en P. En conséquence, donc, nous appellerons cette tangente la droite MP. Ce sera plus facile pour la suite. De même, la tangente en N à la courbe C de G, de la fonction G, coupe l'axe des abscisses en Q. En conséquence, nous appellerons cette tangente la droite NQ. Toujours pour des raisons de confort. La droite MP, justement, a pour équation y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. C'est le cours de la classe de première. Or, pour tout réel x, f' de x est égal à e de x. D'où
y égale e de a, facteur de x moins a, le tout plus e de a. On développe, on obtient y égale e de a x moins a fois e de a plus e de a. Ce qui donne y égale e de a x moins e de a facteur de a moins 1. Ici, j'ai voulu mettre l'équation de droite sous la forme mx plus p. On fait la même chose pour la droite nq. Elle a pour équation y égale g' de a facteur de x moins a plus g de a. Or, pour tout réel x, on sait que g' de x est égal à moins e de moins x, d'où y égale moins e de moins a facteur de x moins a plus e de moins a. Ce qui donne y égale moins e de moins a x plus a fois e de moins a plus e de moins a. Et à la fin, on obtient moins e de moins a x plus e de moins a facteur de a plus 1. De l'équation de MP, nous pouvons déduire les coordonnées du point P. Parce qu'effectivement, on dit qu'il est placé sur l'axe des abscisses. Donc, comme il est sur l'axe des abscisses, son ordonnée vaut forcément 0. Il ne reste plus qu'à déterminer l'abscisse XP. Donc, XP laisse forcément la solution de l'équation. E de a XP moins E de a facteur de a moins 1 égale 0. Alors, on va résoudre cette équation d'une première manière. On va d'abord factoriser par E de a. Ça fait E de a facteur de x moins p moins a moins 1 qui est égal à 0. On sait qu'un produit de facteur est nul si un des deux facteurs est nul, mais on sait que E de a n'est jamais nul, donc c'est forcément xp moins a moins 1 qui est égal à 0. On fait passer de l'autre côté, on a donc xp égale a moins 1. D'où le point P a pour coordonnée a moins 1, 0. On fait la même chose pour l'équation de la droite NQ. Nous pouvons déduire effectivement les coordonnées du point Q, sachant que Q est situé sur les abscisses, son ordonnée vaut aussi 0. Et on va déterminer son abscisse XQ, donc qui est la solution de l'équation moins E de moins A XQ plus E de moins A facteur de A plus 1 est égal à 0. Alors ici on va trouver la solution d'une autre méthode, qui revient au même que l'autre, mais c'est écrit différemment. Ici, j'ai fait passer de l'autre côté. On a moins E de moins A XQ égale moins E de moins A facteur de A plus 1. Et on divise de chaque côté par moins E de moins A. Ce qui donne moins E de moins A facteur de A plus 1 sur moins E de moins A. Et après simplification, on a XQ égale A plus 1. Donc le point Q a pour coordonnées A plus 1, 0. Maintenant, on va pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur MP, qui est le vecteur directeur de la droite MP. Le vecteur MP donc a pour coordonnées xp moins xm, donc c'est xp moins a, et yp moins ym, c'est-à-dire 0 moins f de a. Ce qui donne le vecteur MP de coordonnées a moins 1 moins a et 0 moins f de a qui fait moins f de a. Enfin, le vecteur MP a pour coordonnées moins 1 moins e de a. Maintenant, déterminons les coordonnées du vecteur NQ, qui est le vecteur directeur de la droite NQ. NQ est de coordonnées XQ moins A et 0 moins G de A. Ce qui donne NQ de coordonnées A plus 1 moins A et 0 moins G de A qui fait moins G de A. Et enfin, le vecteur NQ a pour coordonnées 1 et moins E de moins A. Enfin, il ne reste plus qu'à calculer le produit scalaire MP scalaire NQ. Ce qui donne donc vecteur NP scalaire vecteur NQ qui est égal à moins 1 fois 1 plus moins E de A fois moins E de moins A. J'utilise la bonne vieille formule vue en première qui dit que si un vecteur U a pour coordonnées XY et qu'un vecteur V a pour coordonnées X', Y', alors U scalaire V c'est XX' plus YY'. Ainsi, moins 1 fois 1 ça fait moins 1, et moins E de A fois moins E de moins A ça fait E de A fois E de moins A. Moins par moins ça fait plus. On obtient moins 1 plus E de A moins A. Et A moins A, ça va faire 0. Et moins 1 plus E de 0. Je rappelle que E de 0, ça fait 1. Ça fait donc moins 1 plus 1 qui fait 0. Les vecteurs, donc vecteur MP et vecteur NQ, sont orthogonaux. Donc, pour tout réel A, les tangentes MP et NQ sont forcément perpendiculaires. D'accord? Là, je rappelle, si le produit scalaire est nul, c'est que les vecteurs sont orthogonaux.
Question 2. Que peut-on conjecturer pour la longueur PQ? D'après le tableur, ici, je pense qu'il n'est pas téméraire d'affirmer que pour tout réel petit a, la longueur PQ vaut 2. Alors, on le voit clairement sur le tableur. Petit b, démontrer cette conjecture. Alors c'est simple, on va chercher la distance PQ avec la bonne vieille formule. Alors la distance PQ, c'est la norme du vecteur PQ, c'est-à-dire la racine carrée de xq moins xp, le tout au carré, plus yq moins yp, le tout au carré. Mais yq, yp, on a dit tout à l'heure que les ordonnées étaient nulles, donc ça fait 0 moins 0, le tout au carré. On a donc racine carrée de a plus 1 moins, entre parenthèses, a moins 1, le tout au carré, ce qui donne a plus 1 moins a plus 1, le tout au carré. Je rappelle qu'à moins devant une parenthèse, change les signes. Ce qui donne racine carrée de 2 au carré. Alors attention au piège, ça fait valeur absolue de 2. Je rappelle que quand le carré est sous le radical, ça fait valeur absolue donc de la base. Ça donne 2. Ce qui confirme la conjecture. On a bien trouvé PQ égale 2. Donc voilà, c'est terminé pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dès que j'ai un moment, j'y répondrai. En attendant, pensez à vous abonner. Pensez également à activer la petite cloche afin de rester au courant des sorties vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.